Bienvenue pour cette discussion organisée par le Musée des civilisations noires dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Donc, fondé aux États-Unis, le Black History Month est un rendez-vous essentiel pour la communauté noire qui se rappelle de son histoire et c'est un moment de plaidoyer pour la cause africaine-américaine. Aujourd'hui, c'est un événement mondialisé et c'est un symbole formidable auquel le Sénégal s'est associé aujourd'hui. Je suis Samba Doucouré, je suis directeur des publications d'Africulture, le média des cultures d'Afrique et de diaspora, et j'ai l'honneur de mener la discussion du soir sur le thème le racisme anti-noir, du mur au murmure. On a pour invité principal Boubacar Dramé. Il était médiateur pour la ville de Gennevilliers en région parisienne lorsqu'en 2019, il a été victime de violences policières de la part de la brigade anticriminalité de Clichy-la-Garenne. Aujourd'hui, il est chargé de projet éducatif pour une municipalité et il a lancé il y a trois semaines le podcast Pépite qui s'intéresse au parcours de ceux qui ont réussi là où on ne les attendait pas. Bonjour Boubacar. Bonjour Samba, bonjour tout le monde. Alors, vous allez nous raconter votre histoire, nous expliquer comment vous avez rebondi et on parlera de la question de la négrophobie en France, pays d'où on s'exprime tous les deux ce soir. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ma présentation en préambule? Non, très bien, c'était exactement ça. Ok, très bien. Ma première question, c'est est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce qui s'est passé le 13 juin 2019? Le 13 juin 2019, en fait, je circulais, moi je suis originaire de Gennevilliers en Île-de-France, et donc je circulais en scooter, c'était voilà, le début de l'été qui approchait, et il y a une maman qui s'est approchée de moi, j'étais à proximité d'un parc, je parlais avec un, je parlais avec un jeune, et il y a une maman qui s'est approchée de moi parce que elle avait perdu sa fille, et donc elle m'a demandé si je l'avais pas vue. Et en fait, moi n'ayant pas de elle avait pas de photo ni rien du tout, et n'ayant pas de description précise, je lui ai demandé où est-ce qu'elle l'avait vue pour la dernière fois, comment elle s'appelait, avec qui elle était, comment elle était habillée. Et ensuite, je lui ai dit, bah, moi, je suis en moto, je vais aller voir si votre fille, elle vous attend pas devant chez vous, on sait jamais. Et vous, pendant ce temps-là, bah, appelez la police pour signaler la disparition. Et donc, elle m'a dit, elle parlait pas très bien le français, elle était en stress à ce moment-là. Donc, il y avait un jeune avec qui j'étais, je lui ai demandé d'appeler la police pour elle. Et moi, j'ai du coup, j'ai pris mon scooter et puis je me suis rendu devant chez elle et j'ai trouvé une petite. Je l'appelais par son prénom, elle a répondu. Du coup, je l'ai prise avec moi et je l'ai emmenée à la maman. La maman, elle était super contente. Enfin, voilà. Là, pour le coup, elle a vraiment pleuré, elle nous a remercié, etc. Et puis à ce moment-là, il y avait des rumeurs de gens qui disaient que, attention, il y a des personnes qui circulent à bord de camions, qui enlèvent les enfants, etc. Et comme c'était à côté d'un parc, bah, j'avoue, ça m'a fait peur pour elle. Et puis au final, elle a récupéré sa fille. Et en fait, moi, quand je suis revenu, à un moment, je suis à une intersection et il y a une voiture qui est sur la droite qui a la priorité sur moi. En fait, je vois qu'il ne s'engage pas, donc je continue mon chemin. Et puis, euh, et puis voilà, une fois que la maman elle est partie, les personnes qui étaient dans la voiture en question, ils sont descendus. Et donc, dès qu'ils sont venus, ils m'ont dit que c'était des policiers. Je leur ai dit, ah, bah, c'est moi qui vous ai appelé pour signaler la disparition. Ils m'ont dit, non, non, nous, on n'est pas là pour ça. Je leur ai dit, ok, pas de souci. Et puis, je leur ai demandé s'ils voulaient mes papiers ou les papiers de mon véhicule. Ils m'ont dit, on va tout te demander en temps voulu. Enfin, voilà, pour l'instant, ne fais rien. Et du coup, de là, ils ont commencé à me mettre contre mon scooter, à me toucher partout, à être dur dans leurs gestes, à mettre les mains dans mes poches. Et donc là, j'ai dit non, mes poches, je les vide tout seul, d'autant plus qu'il a pas le droit de mettre ses mains dans mes poches de la sorte. Et puis voilà, moi, ayant grandi dans un quartier, j'ai déjà vu des histoires de gens à qui on met des choses dans les poches ou des gens à proximité de qui on jette des choses. Et puis après, tu n'as plus la possibilité de dire que non, c'est pas à toi. Et donc, moi, voilà, ayant peur de ça, j'ai préféré du coup vider mes poches tout seul, ça n'a pas plu. Et d'un coup, je me suis retrouvé au sol, je m'y attendais pas, et ils étaient deux sur moi. En fait, quand j'étais au sol, je n'ai pas compris parce que pour moi, il n'y a rien qui justifiait ça. Je me suis retrouvé avec deux genoux sur la gorge. En fait, ils étaient deux de chaque côté, un ici, un à droite, un à gauche. Ensuite, ils sont descendus sur mon torse, ensuite sur mon ventre, et c'était progressif, et jusqu'à mes parties intimes. Et du coup, là, ils ont commencé à écraser mes parties intimes. Moi, je pensais que c'était pas fait exprès. En fait, il a appuyé dessus comme on écrase une cigarette. Il allait de droite à gauche, etc. Et du coup, bah, ça m'a fait crier. Il y a des gens qui étaient dans un espace éducatif pas très loin qui sont sortis, qui sont venus voir ce qui se passait. Et ayant reconnu quelqu'un une fois au sol, je lui ai crié de filmer parce que je me suis dit, bah, en filmant, ça va les dissuader, ils vont se calmer. Sauf qu'ils ne se sont pas calmés, ils ont continué, ils m'ont relevé, ils me faisaient que des choses en fait que les gens ne voyaient pas, mais que moi je sentais. C'est-à-dire,
Il se cachait, il me plantait avec une clé de voiture dans le flanc, dans le torse, il me tirait la barbe. Et puis après, à côté de la voiture, il y en a un qui, encore une fois, a mis ses mains entre mes jambes et il m'a écrasé les parties intimes. Et donc, bah, ça m'a fait crier. Ça m'a fait crier très fort même. Puis ils m'ont emmené au commissariat. Et arrivé au commissariat, je leur ai dit, mais en fait, je comprends pas pourquoi vous vous comportez comme ça avec moi. La France, c'est un pays de droit. Et là, ils m'ont dit, oh, arrête de parler comme ça te va pas. Et moi, je comprenais pas pourquoi. Et puis, en vrai, je savais à quoi ils faisaient allusion. On est dans une ville populaire, bref, c'était dans un quartier, c'était pas un quartier compliqué ou autre, mais voilà, on n'était pas dans le centre de Paris. Et donc, je sais bien que c'est pas la même image que les policiers peuvent avoir des gens selon là où on se trouve et puis selon ce à quoi on ressemble. Et puis, du coup, au commissariat, ils me mettent en cellule, ils me détachent pas les mains, ils me menacent, ils viennent à peut-être 4 5 devant moi à me menacer. Alors que moi, quand je suis arrivé au commissariat, je me suis dit, bah là, c'est bon, ça va aller mieux parce qu'il y a d'autres personnes et du coup, ils pourront plus se permettre. Et du coup, je dis aux gens qui nous accueillent, ouais, c'est grave ce qui s'est passé. Et ils me disent, oh, moi, je crois mes collègues. Je dis, mais je vous ai encore rien raconté. Il me dit, moi, je crois mes collègues, j'ai l'habitude des mecs comme toi. Je dis, ça veut dire quoi, les mecs comme moi? Et puis, lui, en fait, à chaque question, il pensait que je les provoquais. Moi, je voulais juste comprendre, en fait, ce qu'il voulait dire. Il me dit, ouais, j'ai l'habitude de toi. Je dis, mais c'est pas vrai. Je vous ai jamais vu. Je viens jamais ici. Il me dit, si, j'ai j'ai l'habitude de toi, des mecs comme toi, etc. Et bref, du coup, c'était que des paroles méchantes, des paroles menaçantes. Et au final, au bout de moins d'une heure, je suis sorti. Parce qu'en fait, j'avais rien fait. J'avais retrouvé une petite qui avait disparu et que eux, bah, ils m'ont pris comme ça. Et à la fin, soi-disant, c'est parce que je ressemblais à un profil. Maintenant, ressembler à qui, je le saurais jamais. Et soi-disant, la personne, elle avait fait quelque chose avec une arme la veille ou je sais pas quoi. Mais au final, c'était pas moi cette personne. Et même quand ils ont su que c'était pas moi, bah, ils ont continué. Et donc, moi, il y a des gens qui ont vu ce qui s'était passé, qui ont alerté une mère adjointe. Puis ensuite, c'est allé jusqu'au maire et puis au commissaire. Et du coup, je suis sorti rapidement. Mais en vrai, j'ai eu un syndrome de stress post-traumatique parce que quand j'étais par terre et que j'arrivais plus à respirer, bah, je croyais qu'ils allaient me tuer. Et ça, je le disais sur le coup, hein. C'est pas plusieurs années plus tard que je l'ai dit, c'est sur le coup dans les vidéos, on m'entend dire, ah, ils vont me tuer, parce que en fait, j'arrivais plus à respirer. Et que quand on coupe la respiration à quelqu'un, bah, on sait ce qui se passe. Donc moi, ça, c'était en 2019. Oui, tu voulais poser une question, pardon, Samba? Non, non, allez-y, allez-y. Je disais, voilà, c'était en 2019, pendant plusieurs années, pendant 2 3 ans, j'étais dans le dur parce que j'arrivais pas à passer au-dessus. Parce qu'en fait, bah, ça me venait en tête, je le choisissais pas. Quand je dormais la nuit, j'en rêvais, tout ça. Et j'avais jamais entendu parler de ce que c'était un syndrome de stress post-traumatique. Je savais pas ce que c'était. Et du coup, c'est là où j'ai vu ce que c'était. J'avais tout changé, ma manière de m'habiller. Je sortais plus à n'importe quelle heure. J'étais hyper vigilant à chaque fois. Je faisais attention à tout. Et ce qui a fait qu'après, moi, j'ai parlé dans les médias, c'est que pendant 4 5 mois, je me faisais harceler. C'est-à-dire qu'après ça, bah, quand les policiers de ma ville me voyaient, ils me menaçaient. Ils me disaient, tu vas voir ce qu'on va te faire la prochaine fois. Là, t'as encore rien vu. Euh, J'avais mon petit frère à l'époque qui était en terminale, qui avait 17 ans. Les policiers, une fois, ils l'ont vu de ma ville, ils l'ont menacé. Oh, tu vas voir, toi, t'es le frère d'un tel. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, ça y est, je peux plus. Faut que ça s'arrête. Et c'est de là où j'ai parlé dans les médias, parce que je me suis dit, je peux pas garder ça comme ça, parce que même ma famille, hein, là, je vois qu'il y a mon frère, ma soeur, mes soeurs qui sont connectés, même ma famille, je leur ai pas dit les choses. Il y a certains détails, je leur ai pas dit, parce qu'en vrai, c'est dur à entendre. Euh, mais voilà, c'est réel, quoi. Euh, ils ont dit que vous correspondiez à un profil, mais en même temps, est-ce qu'ils ont cherché à vous identifier et vous poser des questions, à essayer ils ont pas, il n'y a pas eu finalement vraiment d'étape d'identification. Moi, bah, quand j'ai demandé s'ils voulaient mes papiers ou ceux de mon véhicule, ils m'ont dit non. Du Mm. coup, mon nom, ils l'avaient pas. C'est juste un faciès qu'ils avaient, un profil physiologique. Mais voilà, comme les gens disent, enfin, ah bah tiens, tous les noirs se ressemblent. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez même, est-ce qu'au final ce profil existait vraiment, ou est-ce que c'était pas juste Ah, bah, une une excuse. excuse qu'on vous a dit à ce moment-là pour, Mais voilà, parce qu'il fallait dire quelque chose. Ouais. jusqu'à aujourd'hui, je sais pas. Et je Mm. saurais jamais. Mm. D'accord. Euh, du coup, vous étiez en état de choc. Et comment, en fait, justement, comment on sort de cet état de choc, en fait? Ça demande du temps. Mm. J'ai
j'avais consulté, j'allais chez une psychologue pour parler, pour évacuer. En fait, je faisais tout pour que ce que je ressentais, je le fasse sortir au maximum. Parce que clairement, Dieu merci, ça m'a pas fait perdre la tête, mais c'est quelque chose qui peut faire perdre la boule, vraiment. Parce que bah, d'être dans une situation où tu crois que tu vas mourir, ça arrive pas tous les jours. Moi, ça m'était jamais arrivé de cette manière. Et pourtant, en 2015, quand il y a eu les attentats en France, j'étais au Stade de France. Je suis rentré chez moi en courant, en passant par l'autoroute. Ça parlait d'attentats, de terroristes. Les policiers étaient en panique, ils savaient plus quoi faire. Bah, quand j'étais au sol, là, j'ai eu plus peur que ce jour-là. Et donc, ça a demandé du temps. Euh, et puis, ouais, c'est du temps. J'étais chez Et, moi, j'écrivais. Par exemple, pendant le Covid, j'écrivais. En fait, j'extériorisais au maximum. et rapidement, vous dites que le maire en a eu conscience, enfin, a pris connaissance de l'affaire. Vous, à l'époque, vous étiez médiateur, donc vous travailliez pour la ville auprès de la jeunesse. Exactement. Comment déjà, est-ce que vous avez obtenu du soutien de la part de la mairie, des gens de vos collègues? Comment Ouais, ça s'est passé tout de suite après cet incident, enfin en tout cas après cette intervention policière? ouais, j'ai eu le soutien j'ai eu le soutien de la mairie. Le maire, la députée de la circonscription, qui s'appelle Elsa Faucillon et Patrice Leclerc, ils avaient écrit à la procureure de l'époque de Nanterre. Le maire, il m'avait reçu avec ma sœur et le commissaire. Le commissaire aussi m'avait reçu au commissariat. En fait, ils savaient tous qu'il s'était passé quelque chose de pas normal. Et en fait, oui, ils m'ont soutenu. J'ai même bénéficié de la protection fonctionnelle de la part de la ville, ce qui fait que les frais d'avocat, je ne l'ai pas eu directement. C'est la médecine du travail qui m'en a parlé et du coup, j'en ai fait la demande et puis ça m'avait été accordé. Du coup, j'avais eu le soutien de la ville parce que, en fait, moi, je travaillais avec les jeunes, comme tu le disais, et quelques mois avant, j'avais participé à un projet qui s'appelle le projet Clémenceau, qui avait pour but de permettre à des petits jeunes qui sont dans des situations un peu compliquées d'avoir un lien avec des institutions, dont la police, pour changer le regard. Et ce qui fait qu'on s'était retrouvé dans un collège de la ville où il y avait l'agent de prévention du commissariat, et il y avait des jeunes. Et voilà, moi, sur ce projet-là, les jeunes, je leur disais, là, profitez-en. Vous avez la police en face de vous. Les rapports, ils sont pas faciles au quotidien. Bah, voyez ce que vous voulez avoir comme info. Et donc, moi, quand il m'arrive ça, alors que moi-même, dans mon travail, je tiens un discours où je fais comprendre aux gens que si tu n'as rien fait, tu n'as pas de raison d'être inquiet. En réalité, c'est pas vrai. Et du coup, c'est pour ça qu'après, j'ai aussi arrêté ce travail-là, parce que de toute manière, le jour où ça s'est passé, le lendemain, j'étais censé postuler parce que mon responsable, il était parti, et il y avait de grandes chances que je puisse prendre sa place en tant que coordinateur de médiateur. Et finalement, j'ai jamais postulé, et j'y suis jamais retourné parce que j'ai vu une réalité. En réalité, j'en avais déjà entendu parler de certaines. J'ai déjà vu des choses, j'ai déjà entendu parler de certaines histoires. Mais de le vivre comme ça dans ma chair, c'était la première fois. Et je pouvais pas mentir aux petits en leur disant oui, t'inquiète pas, tout va bien, si t'as rien fait, t'as pas à te sentir en danger. Non, c'est pas vrai. Même si t'as rien fait, ton profil, il peut te condamner aux yeux de certains. Juste, alors pour le public qui nous écoute, euh, je vais encore poser quelques questions, mais après vous pourrez rapidement poser des questions. Vous avez un système pour pouvoir formuler vos questions. N'hésitez pas à l'utiliser et on essaiera de répondre au maximum. Je vais aussi apporter un élément, ou en tout cas, j'aimerais que vous peut-être vous reveniez là-dessus, sur le fait que c'était la brigade anticriminalité qui vous a interpellé. Et c'est une police assez spéciale, en fait, et qui est un peu réputée justement pour son comportement assez cavalier. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus justement sur sur ce type de brigade en particulier? Bah, moi, quand ça m'est arrivé, justement, je me suis mis à faire des recherches. Parce qu'en fait, j'avais besoin de comprendre ce qui s'était passé. Et donc, ça en revient aussi à la question que vous me posiez juste avant de comment on fait pour voilà, sortir la tête de l'eau et passer au-dessus de ça. J'étais devenu un expert du sujet. C'est-à-dire que j'avais recherché quand est-ce que la BAC elle avait été créée, pourquoi. Et déjà, il y a un lien avec
la colonisation, parce que c'était des brigades qui avaient été créées spécifiquement pour traiter un certain type de population. Et donc, c'est des brigades qui sont effectivement réputées pour ne pas être très commodes. Euh, Moi, j'avoue que ça fait très longtemps que j'ai pas eu affaire à eux et que j'avais pas eu affaire à eux. Mais étant plus jeune, dans un quartier, bah voilà, les contrôles, ça commence quand t'as. Moi, le premier contrôle, j'avais 11 ans, c'était la BAC, et j'avais même pas de carte d'identité, j'avais donné mon carnet de correspondance à l'époque. Et donc, ouais, c'est des brigades qui sont réputées pour ne pas être très commodes Ils sont et censés qui, lutter qui, contre le trafic de drogue, c'est ça, à la base. ouais, le trafic de drogue, la délinquance du quotidien, je veux dire, voilà, ils sont censés attraper les gens souvent en flagrant délit. Et justement, c'était une brigade qui n'était pas de Gennevilliers. Et puis, quand j'ai demandé ce qu'ils faisaient là, bah, au vu je crois que c'était une période où on était en état d'urgence, quelque chose comme ça. Et donc, ils m'ont dit, ouais, quelque chose comme état d'urgence, on fait ce qu'on veut. Et donc, en fait, ils sont censés faire respecter la loi, sauf que eux-mêmes, quand ils l'enfreignent, il se passe rien. Et moi, c'est ça qui me rendait dingue, c'était la dichotomie entre on est là pour faire respecter la loi, au final, on la respecte pas, on fait des choses interdites. Moi, quand ils m'ont écrasé les parties intimes, après coup, c'était comme un viol, parce que à quelle heure est-ce qu'on a le droit de toucher les parties intimes de quelqu'un sans son consentement? C'est-à-dire qu'en fait, plus le temps passait, plus je me rendais compte de certaines choses. Et donc, ouais, c'est des brigades. De toute façon, moi, j'ai pas besoin d'avoir affaire à eux. Je veux dire, au quotidien, voilà, si j'ai une démarche à faire, je vais au commissariat. Mais sinon, voilà. Ce que je disais, c'est plus ils sont loin de moi, mieux je me porte. Hmm. Ok. Et est-ce que on peut considérer que le fait d'avoir quitté aussi le métier de médiateur, d'une certaine manière, c'est une victoire pour le racisme, pour ce type de policier. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de finalement un peu d'abandonner le terrain en quittant ce métier? Ouais, c'est une très bonne question. Et non, absolument pas, dans le sens où moi, cette année-là, en fait, j'étais effectivement médiateur. En même temps, j'avais aussi repris mes études. Et du coup, j'étais étudiant en master en sciences de l'éducation. Et ça s'est passé le 13 juin. J'ai passé ma soutenance le 25 juin. Et du coup, moi, en fait, j'avais repris les études pour pouvoir évoluer et ne pas forcément rester sur le métier le poste de médiateur. Comme je le disais, mon responsable, il avait quitté son poste quelques semaines avant. Du coup, j'étais pressenti pour prendre sa place. Mais la vérité, c'était que quand j'ai fait le master, je m'étais dit, bah, je fais un master, je vise haut. J'avais des petits frères et des petites sœurs qui étaient encore à l'école. Et l'idée, c'était de leur dire, bah, tiens, par le biais de l'école, tu peux t'élever socialement. Et donc, je vais pas rester, et c'est pas du tout pour dénigrer le métier. D'ailleurs, je le faisais. Mais justement, je vais pas rester sur un métier où je vais simplement exécuter ce qu'on va me dire de faire. Mais moi aussi, j'ai envie de faire part de la réflexion parce que j'ai des idées que j'aimerais aussi voir être mises en application. Du coup, non, c'est changer de métier. Mais après, les valeurs que je portais, bah, ça reste les mêmes. Donc, non, pour moi, c'est pas une victoire pour eux. Euh, le... Comment vous avez vécu l'affaire George Floyd, qui, donc je le rappelle, le 25 mai 2020, donc quasiment un an après, à Minneapolis, aux États-Unis, un citoyen afro-américain est mort la nuque écrasée par le genou d'un policier qui s'appelait Derek Chauvin. C'est un événement qui a eu un retentissement vraiment international. Personne n'a pu le rater. Il y a eu des manifestations monstres à travers le monde. Et, euh, et évidemment, ça rappelle aussi la façon dont vous avez été interpellé, comment on vous a brutalisé. Comment vous avez réagi à ça? Quand j'ai vu ce qui est arrivé à George Floyd, ça m'a rappelé ce qui m'est arrivé et je me suis dit que bah, moi, j'ai eu plus de chance parce que moi, je suis toujours vivant. Mais effectivement, le genou contre la nuque au sol, en fait, c'était le même schéma. Et du coup, la vérité, c'est que j'avais fait une interview juste après et on me posait la question. Et en fait, dans mon corps, je le ressentais. C'est-à-dire que moi, ce que les policiers m'avaient fait ce jour-là, quand ils m'avaient écrasé les parties intimes, et ben, c'est quelque chose que je ressentais même longtemps après quand j'en parlais. Et donc, quoi, quand j'ai vu ce qui s'est passé avec George Floyd, je me suis dit, ben, en fait, quand je dis que ils allaient me tuer, je me suis pas fait des films. C'est vraiment, ils allaient me tuer. Et Dieu merci, je m'en suis sorti. Mais ouais, ça m'a montré qu'en fait, quand tu t'es dit, ils vont te tuer,
c'est réel. Et j'étais pas bien parce que en fait, je me suis dit, en fait, moi, le moment où je me suis dit, bah, c'est bon, j'arrive de nouveau à respirer, lui, c'est plus jamais arrivé pour lui. Et donc, ouais, il y a eu un retentissement à l'échelle du monde. J'étais content que les gens ils aient cette prise de conscience, mais en même temps, voilà, je me disais, punaise, faut pas que ce soit un effet de mode. Faut pas que ce soit juste, c'est arrivé, on en parle, et puis demain, ça y est, on passe à autre chose. Parce que George Floyd, c'était en 2020, moi, c'était en 2019. Lui, c'était juste après le Covid. Et du coup, voilà, un jour, on parle du Covid, un jour, on parle de ça, ça, ça. Et je voulais juste que ça reste dans la durée et que la prise de conscience, elle fasse qu'il y ait des vrais effets derrière. Alors, on est déjà à la moitié du temps. Donc, s'il y a des personnes dans le public qui veulent prendre la parole ou écrire, poser une question à l'écrit, n'hésitez pas, c'est le moment. Voilà. Voilà, soyez pas timide. Il n'y a pas de mauvaise question. Ah, ça y est, déjà, ça commence. Donc Djibril Dramé, je vais lire son message, hein. Je me présente Djibril Dramé. Déjà, je te remercie d'avoir partagé ton expérience avec la police, qui, selon moi, est la plus grande organisation criminelle. Alors, il explique qu'en 2022, sur les Champs-Élysées, il était dans la voiture avec son grand frère quand deux policiers l'ont arrêté. C'était la période du Ramadan et ils leur ont dit, vous sentez la stupe. C'est suivi d'une palpation, ils ont touché leurs parties intimes. Et la question est, pensez-vous que la police et la prison sont rattachées à la colonisation? Alors, bah, pour ce qui est de la police, tout à l'heure, on parlait de la BAC, et la BAC, c'est clairement rattaché à une question coloniale. Euh, et la prison, bah, le type de personnes qu'on retrouve en majorité en prison, bah, c'est des personnes qui ont pas fait beaucoup d'études, qui socialement, géographiquement, en majorité viennent d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça alimente les débats sur l'immigration, tout ça. Donc, pour ce qui est de la police, en tout cas, si on parle de la BAC, il y a un lien. Après, pour la police dans son ensemble, je sais pas, je suis pas expert du sujet, mais en tout cas, c'est sûr que pour la BAC, il y a un lien. Et puis la manière dont les gens sont traités. En fait, quand on regarde la manière dont les gens étaient traités du temps de la colonisation, Mhm. eh ben, aujourd'hui, il y a des relents racistes qui se poursuivent. Moi, je sais que quand ça m'est arrivé, j'étais soit une menace à leurs yeux, soit une cible. En aucun cas, quelqu'un qui était potentiellement innocent. D'ailleurs, quand j'aurais posé des questions toutes simples, comme je disais, hein, quand je leur ai dit oui, quand vous me parlez comme ça, enfin, la France est un pays de droit, ils m'ont dit arrête de parler comme ça ne te va pas. C'est-à-dire, ils voulaient vraiment que je me comporte d'une manière qui collait aux représentations qui se faisaient de moi. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à Alexandre Djibril. En tout cas, par rapport à ce qu'il dit là, ce qui, ce qu'il dit, ça me fait penser à quelque chose. En fait, pour aller mieux aussi, je m'étais forcé Mhm. à oublier. Et là, la manière dont j'en parle, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'avais pas pensé comme ça, hein, mais je m'étais forcé à oublier. Et là, il y a quelque chose que Djibril a dit qui m'a fait penser à des choses qui me traversaient l'esprit dans les semaines, dans les mois qui avaient suivi l'affaire. C'est qu'il n'y avait pas une personne que je croisais qui n'avait pas sa propre anecdote. C'est-à-dire que moi, il m'est arrivé ci, moi, il m'est arrivé ça, à tel moment, j'avais tel âge. Mhm. Et il y a un truc marquant dont je me souviens, c'est que il y a une personne qui m'a dit un jour, moi, ça m'est jamais arrivé ça. Jamais je me suis fait contrôler. Jamais, pas une fois. Et pourtant, il avait un certain âge, hein, il avait plus de 40 ans. Du coup, c'est pas quelqu'un qui avait seulement 10-12 ans et qui n'avait pas encore beaucoup d'années d'expérience de vie. Et bah, c'est une personne qui était blanche et qui était dégoûtée de ce qui se passait parce Mhm. qu'il me disait, c'est pas normal en fait. Pourquoi est-ce que ça arrive? Et pourquoi est-ce qu'il y a toujours, pourquoi c'est toujours les mêmes schémas? Pourquoi ça arrive au même type de personnes? C'est pas le fruit du hasard en fait. Oui, qu'il y a quelque chose de systémique. Exactement. Ok, bah c'est systémique, hein, on le sait, selon notre apparence. Et on adapte même notre vie hein, par rapport à ça. Par exemple, un jour, j'ai un ami qui m'a dit oui, sa femme, elle est blanche et en fait, quand elle fait ses courses, elle les met dans son sac, dans son propre sac personnel. Je lui dis, moi, ça m'a jamais traversé l'esprit. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça.
Parce que si je fais ça, certes, c'est pas la police, mais si je fais ça, on va croire que je vais voler. Mais du coup, ça veut Hmm. dire moi, je sais que on adapte son comportement par rapport à l'environnement dans lequel on se trouve. Euh, Est-ce que justement, du coup, ce système, suite à ces manifestations monstres, il y a eu des changements ou des évolutions que vous avez constatées? Voilà, ce que j'ai pu voir, c'est que au niveau politique, il y a des gens qui osaient plus facilement nommer les choses. Mais la vérité, c'est que c'est un combat qui est dur parce que en face, il y a la sphère politico-médiatique. Et si euh, les faits n'arrangent pas un certain agenda, l'agenda de l'extrême droite, par exemple, hein, enfin, par exemple, là même en ce moment en France, il y a des débats par rapport à quelqu'un qui est mort. Il y a eu une minute de silence à l'Assemblée nationale, etc. Euh, Selon le profil de la personne, c'est pas les mêmes questions qui se posent. Aujourd'hui, ce que je remarque, c'est que quand il se passe quelque chose, on attend de savoir le nom de la personne et d'où elle vient pour avoir un avis au niveau politique. Quand Boubacar Sissé il est mort l'année dernière en France, il y avait des débats sur est-ce qu'on doit faire une minute de silence à l'Assemblée nationale ou pas. Ah, alors, pour rappel, Aboubacar Cissé, c'était un homme d'origine malienne qui Exactement. était dans une mosquée. Il était seul quand un individu est rentré et l'a assassiné. La personne avait fait mine de vouloir apprendre à faire la prière. Et pendant que Aboubacar lui apprenait les gestes, et ben, il l'a attaqué par derrière et l'a assassiné à coups de couteau. Et, euh, et on a beaucoup insisté dans la presse aussi sur le fait qu'il était sans papier et donc sa présence n'était pas légale en France, comme si c'était une circonstance atténuante ou quelque chose comme ça. Euh, et donc voilà. Et d'ailleurs, concernant la personne qui l'a tué, le mobile terroriste, il n'avait pas été retenu. Ouais, il n'a pas été retenu. Et, et c'est là où je dis que selon le profil de la personne qui va être victime ou auteur, eh ben, ça va pas être traité de la même manière par les médias ou par les politiques. Mais voilà, après George Floyd, effectivement, il y a eu des prises de parole sans filtre. Mm. euh, mais en vrai, c'est un travail de longue haleine. C'est vraiment long, long, long comme combat. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Voilà, n'hésitez pas, hein, vous pouvez écrire vos questions, on les prendra au fur et à mesure. Mm. Moi, ça me va, je vais bien poser une question. Ouais, Ouais. on t'écoute. Rebonjour Boubacar et merci beaucoup pour ces témoignages. J'ai trouvé vraiment intéressant et important. Donc pour le coup, comme tu disais, la plupart des personnes que tu connaissais ont vécu ça et je t'avoue même moi je l'ai vécu donc c'est me connaissant et connaissant mon histoire, je trouve que c'est un peu fou et tout, mais pourtant ça m'est arrivé aussi et du coup c'était pas évidemment la seule raison, mais on va dire que ça a mis enfin sur l'espèce de montagne qui se crée, genre j'en ai marre de ci, j'en ai marre de ça, j'en ai marre de ça. Ça a joué. Mais en plus, avec les femmes, il y a l'autre versant, donc c'est l'hypersexualisation et tout, même si ça existe pour les hommes. Et du coup, je me posais la question, après avoir vécu ça pour toi, comment enfin, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, est-ce que le Sénégal, en fait, ou même un autre pays africain ou un pays où il y a une diaspora afrodescendante plus importante, est-ce que tu t'es pas dit que ça pouvait être une option? Est-ce que, enfin, tu t'es pas dit, genre, juste, il n'y a plus d'espoir parce qu'en plus, toi, il y a ce travail-là que tu faisais en tant que médiateur avec les jeunes. Et donc, en fait, là, c'est difficile de continuer de trouver, je sais pas, du sens, quoi. Donc, ouais, voilà, ma question, c'est comment est-ce que tu continues de trouver du sens à ta présence en France? Et ma deuxième question, c'est bah, plutôt par rapport à l'actualité avec le verdict pour Adama Traoré. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, de la question de l'impunité et de ce qu'il faut faire face à tout ça, quoi? Merci pour ta question. Pour ce qui est du sens de la présence en France, dans le sens où c'est le pays où j'ai grandi, je suis né au Sénégal, mais j'ai grandi ici, du coup c'est le pays que je connais le mieux. Mais je me sens aussi très bien quand je suis au Sénégal. D'ailleurs, c'est une sensation que j'ai ressentie récemment parce que
ayant grandi ici et étant allé au Sénégal quand j'avais 21 ans pour la première fois, bah, l'Afrique, je la connaissais à travers ce que j'avais lu dans les livres d'histoire. Du coup, moi-même étant africain, j'avais intériorisé des choses. Et avec le temps, bah, j'ai pris le temps de les déconstruire. Et donc, j'avoue, je me suis posé la question de... Vous m'entendez? Oui, Mm. oui. Ouais, pardon, mon téléphone, il a sonné, c'est pour ça. Je disais que j'avoue, je me suis posé la question de est-ce que je vais rester ou est-ce que je vais partir? Et, euh, et j'aspire à avoir une expérience à l'étranger. Vraiment, j'y trouve du sens à ce que je fais ici en France parce que, je veux dire, j'ai les valeurs que, voilà, de justice, d'égalité, bah, je veux dire, je les vis toujours et je sais qu'il y a toujours la possibilité de mettre en place des choses pour que ce soit utile à des personnes qui vivent certaines discriminations, sont victimes de certains préjugés, etc. Mais, euh, mais ouais, j'aspire aussi à avoir une expérience à l'étranger. Et le Sénégal, effectivement, c'est quelque chose que, là, j'en suis revenu au mois de décembre et c'est la première fois que je me dis, en fait, je peux y vivre. Alors qu'avant, ça m'avait jamais traversé l'esprit. Ma mère, elle me disait, je dis, mais maman, c'est pas ici que, je veux dire, je connais pas le pays, je connais rien. Je parle pas Wolof, je suis soniqué. Mais en fait, si, c'est chez moi et je m'y suis vraiment bien senti. Ensuite, pour la deuxième question par rapport au verdict, par rapport à Adama Traoré, c'est malheureux et, et en fait, quand on vit ce genre de choses et qu'on voit la longueur des choses, on voit la difficulté du combat, on se dit, en fait, c'est prévisible. Parce que tout est fait pour protéger voilà, les policiers et les gendarmes qui font ce genre d'agissement. Parce que moi, enfin, je l'ai compris, c'est que le gouvernement, il y a plusieurs moments où il y a eu des moments de bascule et il tenait grâce à la police. C'est-à-dire que même quand il y a eu les gilets jaunes, etc., si la police les lâchait, bah, ça y est, le peuple il allait vraiment être déchaîné. Et du coup, c'est arrivé que moi, pendant mon affaire, j'avais été contacté par une députée du parti, à l'époque c'était encore En Marche. Et donc, En Marche, avec Macron, il disait que non, les violences policières, ça n'existe pas. Et moi, elle m'a reçu à l'Assemblée nationale. Et je me suis dit, en fait, moi, j'étais dans un état d'esprit où j'avais besoin d'avancer. Je me dis, toute main tendue, mais qui est utile, je la saisis. Et du coup, elle fait partie du parti politique qui est au pouvoir. Elle m'appelle par rapport à ce sujet. Bah, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Et du coup, je lui explique. Et elle écrit au ministre de l'Intérieur de l'époque, c'est Christophe Castaner. Et en fait, elle lui écrit une lettre en disant que là, ce qui s'est passé, cette affaire, elle touche à nos valeurs et que c'est pas normal, tu vois. Et donc, enfin, faut qu'il y ait des poursuites. En tout cas, faut que la justice, elle soit claire sur cette situation. Et donc, Christophe Castaner, il lui a répondu en disant quoi, il va faire la lumière dessus, etc. Et c'est ça qui a lancé l'enquête et c'est ça qui a fait que j'ai été reçu à la préfecture de police et que j'ai eu la confrontation avec les policiers. C'est pas ma plainte, hein. Moi, ma plainte, j'en ai déposé une, jamais eu de retour. J'en ai déposé une deuxième, parcours du combattant. Je vais à l'IGPN, on me dit non, vous pouvez pas déposer de plainte. Je retourne le lendemain, j'ai dû y aller deux, trois fois. J'y suis resté je sais pas combien d'heures et à chaque fois, on essayait de trouver une forme de culpabilité chez moi. Vous êtes sûr, vous avez rien fait pour provoquer ça, vous êtes sûr, vous n'êtes pas coupable de ci, de ça, et vous avez rien cherché, vous avez rien dit. Et donc, quand on voit la dureté du combat, ben, on se dit en fait, on se bat contre une machine, alors qu'à la base, on n'a rien demandé. On veut juste faire valoir nos droits. On nous dit liberté, égalité, fraternité. On veut juste être égaux face à la loi. Moi, quand je vous dis, j'avais fait des recherches, je lisais les textes de la Constitution. J'allais loin parce que je me disais, non, c'est pas possible. Il ne peut pas y avoir des principes comme ça, aussi joliment écrits et dits, et qui ne soient pas mis en application. Et en fait, bah, même le maire, il m'a dit, ce qui est malheureux, c'est que vous et moi, on n'est pas égaux face à la loi. Et c'est vrai. Et donc, de voir ce verdict, bah, c'est malheureux parce que c'est des années de combat, c'est un déni de justice. Et au final, bah, de toute manière, la mort, c'est une première violence. Et après, pendant tout le combat, il y a toute une série de violences que seuls ceux qui sont en plein dedans voient. Donc, mais en tout cas, voilà, faut pas se résigner, faut pas accepter. Mon avis, c'est que oui, certes, le racisme tue, mais en tout cas, faut jamais l'accepter. Jamais, 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 jamais. Oui, vous avez cité l'IGPN qui est euh, ce qu'on appelle un peu la police des polices et ils sont chargés d'enquêter sur les agissements de policiers. Mais c'est vrai que les cas où des policiers ont été condamnés pour avoir tué
volontaires ou involontairement des innocents. Ils sont très rares, les condamnations. Et quand elles arrivent, souvent elles sont accompagnées de sursis, c'est-à-dire que la personne est condamnée, mais on lui met une peine qui est suffisamment faible pour qu'elle puisse l'accomplir depuis chez elle, en résidence surveillée ou en allant pointer au commissariat pour justifier ils ont pas changé de territoire, quoi. Euh, Exact. Vous avez quitté du coup le rôle de médiateur. Euh, mais est-ce que du coup il y a un terrain que vous avez ensuite pris pour lutter contre ce phénomène-là? Est-ce que vous avez reconverti votre engagement d'une autre manière? En fait, moi, au départ, j'allais à beaucoup de rassemblements, beaucoup de manifestations. J'y allais tout seul. Je veux dire, j'avais besoin d'extérioriser au maximum. Du coup, quand je savais qu'il y avait un rassemblement par rapport à ça, j'y allais. Euh, et puis après, je m'étais mis à écrire, etc. Et puis en fait, vraiment, je me rendais compte que, enfin, d'y penser tous les jours, ça détruit. Et du coup, je me suis forcé à oublier. Genre, je sais pas comment j'ai fait, mais je m'interdisais de penser à ça. C'est-à-dire que dans ma tête, et j'en parlais plus. J'y pensais pas, j'en parlais plus. Et en fait, c'était pour m'aider à aller mieux. Et puis après un certain temps, je me suis rendu compte que ah bah maintenant, j'ai plus certains réflexes d'hypervigilance. J'ai plus, je m'habille comme j'ai envie. Parce qu'avant, j'étais en moto, du coup, quand tu es en moto, on voit comment tu es habillé. Du coup, selon la manière dont tu es habillé, si tu es streetwear, tu peux plus te faire contrôler que si tu es habillé de manière classique. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, non, j'ai repris les mêmes habitudes que j'avais avant. Ça m'a marqué et c'est vraiment la plus grosse épreuve que j'ai vécue dans ma chair, moi personnellement. C'est-à-dire que ça a changé ma vision des choses. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'impact négatif sur ma vie. Il y a juste un effet que je ressens, c'est au niveau de la concentration. Je sais que mes capacités de concentration, c'est plus du tout les mêmes. Et comment je le sais, quand ça m'est arrivé, j'étais en master, comme je dit tout à l'heure, du coup, je devais rédiger un mémoire. Ça demandait de la concentration, il fallait lire, il fallait effacer, corriger, etc. Si j'avais dû faire le master après que ce soit arrivé, je l'aurais pas eu. C'était impossible. Et Mm. aujourd'hui, je sais qu'au niveau de la concentration, c'est plus pareil, mais quand je fais des choses qui m'animent, eh ben, j'arrive à avoir la concentration suffisante pour être bon dans ce que je fais. Mais voilà, même chez moi, ma femme elle me dit des fois, elle me parle, et, genre, je suis absent. Genre, Mm. on me parle et voilà, j'ai genre 5 10 secondes où je suis pas là. On arrive bientôt dans le dernier quart d'heure, donc si dans le public il y a des gens qui ont des questions, ne tardez pas trop à les poser parce que ensuite ce sera un peu tard. Euh, Est-ce que aujourd'hui, j'imagine les jeunes de votre famille, de votre entourage, en particulier les garçons, comment vous abordez, est-ce que vous abordez cette question et comment vous abordez avec eux le fait justement d'être vulnérable, exposé à ce type de comportement de la police? Moi, il y a pas plus tard que 2 3 semaines, il y a mon petit neveu qui monte chez lui et 2 secondes après, quand il redescend, les policiers sont en train de contrôler ses copains. Et moi, il y a quelqu'un que je connais qui l'a vu et qui m'a appelé. Et donc, moi, j'ai appelé mon neveu. Et là, maintenant, mon neveu, il a 20 ans. Du coup, voilà, il est assez grand en taille, commence à avoir un petit peu de barbe qui pousse. Et donc, je lui ai dit, bah là, tu as l'âge où tu vas subir ce genre de choses. Ça veut dire que, enfin, c'est sûr, je vais pas lui dire non, tu vas jamais te faire contrôler, c'est pas vrai, en fait. Ça va t'arriver. Le dernier contrôle que j'ai eu, c'était avant-hier, c'était pareil, un petit qui était voilà, noir, qui avait, je sais pas, peut-être 16 17 ans, qui était assez grand en taille, qui se faisait contrôler par un policier qui avait 2 3 têtes de moins que lui, mais qui était très virulent. Et en fait, quand je suis passé, je me suis dit, malheureusement, ils vont pas y échapper. Parce qu'on est dans un environnement, voilà, on n'est pas dans une ville qui craint, mais en tout cas, on n'est pas, comme je l'ai dit, dans le centre de Paris. Et même quand tu es dans le centre de Paris, des fois, c'est ta présence aussi qui est vue comme nuisible. Donc, en fait, c'est ce que tu représentes qui fait que euh, tu vas être contrôlé, tu vas être suspecté. Moi, je leur dis, bah, dans ces situations-là, restez calme et vos papiers sur vous. Et puis, voilà, ça va passer. Mais en tout cas, Et le fait de filmer les interventions, est-ce que
C'est vrai que, par exemple, il y a des gens qui vont dire, si vous voyez quelqu'un qui se fait contrôler, restez là, essayez de montrer une présence, quoi, pour que les policiers ne se sentent pas tout puissants ou qu'ils se disent il peut y avoir des conséquences. Ouais, après, ça dépend du contexte. Si Mm. par exemple, s'il y a qu'une seule personne, si tu es tout seul, ils sont en train de contrôler quelqu'un, tu t'arrêtes, tu filmes, toi aussi, ils vont te mettre dans le contrôle et derrière, ça va rien arranger. Maintenant, s'il y a un peu plus de monde et qu'il y a de la solidarité, oui, mais la vérité, tout seul, bah, c'est aussi te mettre en danger. Et donc, effectivement, les images, ça compte, c'est précieux. Moi, les images, ça a aidé à ce que, même si j'ai pas eu la justice des tribunaux, moi, je sais que dans la société, je l'ai eu. Parce que jusqu'à aujourd'hui, et pourtant c'était en 2019, jusqu'à aujourd'hui, j'ai des gens, des fois, qui me parlent dans la rue, qui me disent, ah, mais toi, je t'ai déjà vu. Et je sais de quoi ils me parlent quand ils me disent ça. Et puis, quand on finit par en parler, eh ben, ils me témoignent de leur soutien, alors que c'était en 2019. Ça m'est arrivé à l'étranger. Du coup, même si les tribunaux ne m'ont pas accordé la justice, je sais que celle de la société civile, je l'ai eue. Et tout à l'heure, tu me demandais si j'avais transformé mon engagement. Là, justement, j'ai lancé un podcast qui s'appelle Pépite, où je donne la parole à des gens qui ont réussi à se faire une place là où c'était pas gagné d'avance. Parce que moi, voilà, au travail, je suis dans le monde éducatif et j'ai conscience que selon l'endroit où tu vas à l'école, quand tu es enfant, en France, il y a Mm. des probabilités qui indiquent ton pourcentage de faire des études supérieures ou non. Et du coup, c'est pas ici qu'on a les meilleures stats, et pour autant, il y a des très beaux profils. Et du coup, en fait, moi, c'est tout naturellement que là, avec le temps qui est passé, je me suis dit, ben, je vais transformer ça de manière positive. Parce que le combat, il est nécessaire, mais en même temps, rester dans quelque chose de conflictuel, bah, ça a aussi un impact psychologique. Et Mm. du coup, voilà, j'ai transformé ça. Et d'ailleurs, dans le teaser du podcast, je reviens sur l'affaire en disant que bah, la première fois que les gens m'ont vu dans les médias, c'était pour ça, pour l'affaire. Et qu'aujourd'hui, bah, je lance le podcast et que ça va être quelque chose de différent. Et donc, c'est bien pour ceux qui sont amenés à vivre ce genre de situation ou en tout cas être discriminés et qui finissent par intérioriser certains mécanismes. Parce que même quand tu vis le racisme, des fois, tu peux finir par l'intérioriser et te dire, de manière, ça dure depuis tellement longtemps que je vais pas réussir à faire changer quoi que ce soit. Sauf que bah, les grands changements, ils interviennent aussi grâce à l'action de petites personnes comme monsieur et madame tout le monde. Et Et du coup, ça, c'est qui les monsieur et madame tout le monde que vous avez reçus déjà pour votre podcast? bah là, pour le premier épisode, j'ai reçu quelqu'un qui s'appelle Saïd Mdaouma, qui a grandi, c'est un franco-comorien. Il a grandi ici en France. Il a fait un doctorat en neurosciences et puis il est parti travailler au Canada en tant que chercheur. Et finalement, en fait, ça lui manquait de manger des pâtisseries parce qu'il avait l'habitude de manger des pâtisseries en France. Il s'est mis à en faire et aujourd'hui, il est devenu chef pâtissier. Il a quitté le monde de la recherche et c'est un chef pâtissier à succès. Il passe à la télé au Canada, aux États-Unis. Et pourtant, on a grandi ensemble dans le même quartier et je veux dire, avec les mêmes ressources de départ. Et donc voilà, il montre son parcours, ce qu'il a appris, ce qu'il souhaite transmettre pour que les générations qui viennent après puissent bénéficier des expériences justement de leurs aînés. Euh, est-ce que aujourd'hui on a une grande enfin une possibilité que l'extrême droite arrive au pouvoir en France dans un an? On sait que dans la police, il y a les chiffres qui montrent que plus de la moitié des forces de l'ordre votent en faveur de l'extrême droite parce que ben, leurs revendications sont soutenues par l'extrême droite. Je, je rajoute encore un élément, mais on a eu il y a maintenant 2 ans et demi l'affaire Naël où un policier a tué un jeune pour refus d'obtempérer. Donc il avait refusé d'arrêter sa voiture et donc il s'est pris une balle et il est mort. Et le policier en question a été soutenu par l'extrême droite, à tel point qu'il y a eu une cagnotte en ligne, et il a remporté, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais énormément d'argent. Je crois que on était dans l'ordre Millions du million, ou ouais, du plus. million Ouais, d'euros. ouais, oui, oui, Voilà. 2 millions d'euros. Et donc, est-ce que ce contexte-là, est-ce que vous êtes fataliste déjà sur cette arrivée-là? Est-ce que vous redoutez? Ou est-ce que ben,
vous travaillez à contrer cette arrivée-là, quoi, de l'extrême droite au pouvoir. Ce que je me dis, c'est que s'ils arrivent au pouvoir, c'est clair que les choses elles vont être encore plus décomplexées. C'est-à-dire que, comme vous le disiez, ils sont soutenus politiquement. Du coup, ça va être encore plus compliqué pour les personnes qui subissent les contrôles, les violences policières, les discriminations, le racisme, etc. Euh, Après, est-ce que j'agis pour contrer? Peut-être indirectement, dans le sens où moi, à travers ce que je fais, comment dire, j'essaye de faire de sorte à ce que les gens prennent confiance en eux et qu'ils sachent que, en fait, ils ont du pouvoir au quotidien. C'est-à-dire que en mettant en place des projets, des actions qui ont du sens, euh, ça permet de contrer certaines idées. Il y a des gens qui pensent que, il y a des gens qui votent pour l'extrême droite et qui pensent que bah, voir un noir ou un arabe ou quelqu'un qui vient d'ailleurs, forcément, c'est une menace. Et ces mêmes gens, bah, quand tu mets en place des actions et qui voient que ah, bah, ce que tu fais, c'est contraire à ce qu'ils ont entendu à la télé, etc., bah, ça peut contribuer à faire changer d'avis certaines personnes. C'est des débats que j'ai déjà eu avec des gens sur Paris qui me disaient, oui, moi, en fait, j'hésite à voter l'extrême droite parce que je vois que c'est la seule solution. Et enfin, moi, je leur explique que bah, diviser les gens, ça n'a jamais été une solution. Et là, ce que propose l'extrême droite, c'est clairement ça. C'est à chaque fois, ils parlent des Français et des autres. Donc, quand on est Français et qu'on vient d'ailleurs, du coup, où est-ce qu'on se range? Donc, en vrai, non, honnêtement, ça me fait pas peur parce que avant même que l'extrême droite arrive au pouvoir, on a déjà eu des lois qui sont dignes des programmes d'extrême droite. Aujourd'hui, quand on voit que euh, les procédures pour voilà, changer ses papiers à la préfecture, les prises de parole de ministres comme Bruno Retailleau ou autres, quand on les entend, bah, on croit qu'on est déjà dans un gouvernement qui est, voilà, qui est d'extrême droite. Donc, non, pas peur, mais en tout cas, c'est clair que c'est pas quelque chose qui favorisera la cohésion, absolument pas. Et les élections municipales, est-ce que c'est quelque chose que vous regardez avec attention? Est-ce que c'est un enjeu, de mobilisation pour la jeunesse? Ouais, bah, là, les élections, c'est dans un mois. Euh, Là, la ville où j'habite, le maire, il est, comment dire, c'est une ville qui est de gauche depuis plus de 100 ans, plus de 140 ans, je crois. Euh, Il n'y a pas de, même si effectivement, aux élections, on voit bien qu'il y a des votes pour l'extrême droite, euh, c'est clair que c'est pas une ville qui tombera aux mains de l'extrême droite. Mais, Mm. ouais, en tout cas, c'est clair qu'il faut se mobiliser, en fait. En fait, moi, ce que j'ai compris aussi avec cette affaire, c'est que tout est lié à la question politique. Parce que moi, au départ, je me disais, bah, là, je dénonce deux agents qui ont mal agi et basta. Et au final, non, ces agents-là, ils dépendent d'une institution qui dépend elle-même d'un ministère de tutelle, qui dépend lui-même d'un gouvernement et qui a été nommé par un premier ministre et qui a aussi au-dessus de lui un président. Du coup, en fait, tout est politique. C'est-à-dire que ce qu'on fait au quotidien, ça l'est. Donc, Mm. voilà, la politique, il y a ceux qui y croient, ceux qui y croient pas. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ce qu'on fait, eh ben, ça a un impact au niveau politique. Du coup, voilà, faut pas attendre que quelqu'un d'autre vienne avoir un impact sur ses conditions d'existence. Faut agir soi-même. Voilà, faut agir soi-même. Et puis après, bah, en agissant, moi, par exemple, là, cette réunion d'aujourd'hui, quand je Mm. suis allé au Sénégal au mois de décembre, j'ai demandé à rencontrer des membres de l'équipe du musée. J'ai été mis en contact avec Mohamed Ly, d'ailleurs, que je remercie. En fait, parce que je me suis dit, j'étais au Sénégal, j'étais au village, je voyais des enfants qui me parlaient de la France, etc. Ils en rêvaient. En fait, l'Eldorado qu'ils pensent trouver en y allant, il n'existe pas. Peut-être que moi, à l'époque de mon père, c'était un Eldorado. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Il y a du bon, bien sûr, mais crois pas qu'en arrivant, tout va être servi sur un plateau. Du coup, moi, je voulais faire quelque chose avec la jeunesse sénégalaise pour leur dire, eh, investissez sur vous, instruisez-vous, apprenez, et votre talent, il va vous mener là où vous devez aller. Et vous allez être utile au Sénégal, vous allez peut-être utile à un autre pays, mais en tout cas, vous n'aurez pas fait l'impasse sur votre jeunesse et sur le moment où vous êtes censé vous instruire au maximum pour une illusion dont vous savez même pas si elle va se produire, et même si elle se produit, vous serez déçu. Mm.
Aftou, vous vouliez prendre la parole? Ouais, c'est ça. Ouais, je voulais poser une dernière question. Ouais. En fait, en t'écoutant, je me dis que on voit quand même se profiler, tu vois, une carrière politique, mais après, c'est mon avis. Et en plus, c'est pas facile, hein. Mais est-ce que tu y as déjà pensé? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Parce que, bon, en fait, tout ce que tu disais, allait dans ce sens-là. Tu vas être avec En notre fait, ami Samba Doucouré, Ramener futur président. président. en fait, non, moi, en toute franchise, on me l'a déjà dit, mais, euh, mais en fait, être, comment dire, si on parle d'ici, euh, être dans une certaine organisation politique fait que, eh ben déjà, automatiquement, on te range dans une catégorie. Et donc, pour éviter d'être rangé dans une catégorie, moi, je préfère dire ce que je pense. Et puis, bah, voilà, si ça correspond à une certaine idéologie, bah, c'est comme ça, c'est le fruit de mon vécu. Euh, En vrai, j'ai envie d'être utile dans ce que je fais, mais je me suis jamais engagé politiquement. En plus, là, je travaille pour une mairie. Si je travaillais pas pour la ville, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, si je travaillais pas pour la ville, ça aurait été bien, mais je travaille pour la ville, donc c'est pas possible. Et puis, de toute façon, au quotidien, dans ce que je fais, par exemple, là, je reviens des États-Unis, je suis parti avec un groupe de jeunes, on a gagné un concours d'intelligence artificielle où c'est des jeunes qui habitent dans des. Là, moi, pour le coup, c'est des jeunes de la ville qui ont participé à un concours où ils sont censés répondre à des problématiques locales en utilisant l'intelligence artificielle. Et le vainqueur, il remportait un voyage à la Silicon Valley. Du coup, là-bas, on a rencontré des grands groupes, etc. Et c'est pour que bah, des gens qui viennent de milieux populaires puissent avoir accès à des opportunités qui sont très loin d'eux, auxquelles ils pensent même pas parce que c'est pas notre monde d'origine, c'est pas notre monde de départ. Mais du coup, moi, voilà, si à chaque fois une action qui peut aider à faire bouger les lignes, eh ben, les lignes, il faut les faire bouger parce que si on laisse les choses telles quelles, on va continuer de subir. Moi, en fait, après, pardon, parce que je vois que j'étais long, moi, quand j'étais plus petit, mes amis m'appelaient Malcolm X. Je leur disais, vous êtes malade, parce que j'aimais pas l'injustice, en fait. Et puis, je me disais que moi, je suis noir. C'est-à-dire que dans mes ancêtres, il y en a qui ont été esclavagisés. Et si les gens ne s'étaient pas battus à l'époque, aujourd'hui, moi, je serais où? Je ferais quoi? C'est-à-dire qu'on aura encore des chaînes au cou. C'est-à-dire que si aujourd'hui je fais face à une difficulté, bah, faut que je l'affronte. Parce que si par le passé, ils n'avaient pas affronté les difficultés, aujourd'hui, nous, on serait encore dans des difficultés similaires. Et donc, ça me fait penser aussi à Fanon quand il dit que chaque génération elle a un défi et que soit elle l'affronte, soit elle le trahit. Mais en réalité, c'est ça, c'est une vie de combat. Moi, quand j'ai vu ce que vous avez fait au musée, je me suis dit, mais non, mais en fait, c'est même trop pour ma personne parce que c'était dans le cadre d'un vernissage. Il y avait un documentaire sur Lumumba qui avait été projeté, mais eux, c'est des grands hommes. Moi, je suis pas une figure, je suis monsieur tout le monde. Et donc, c'est-à-dire, je me suis dit, mais en fait, c'est un hommage de fou qu'ils m'ont fait. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec eux. Et là, c'est que le début. Et vraiment, je vous remercie pour l'invitation, pour cet échange. Parce que comme les gens aiment bien dire, oui, oh, ça fait la victime, oh, etc., du coup, les gens, des fois, ils osent plus dire les choses. Parce qu'ils se disent, on va me taxer de victime. Mm. En fait, si tu veux que les choses changent, comment tu fais si tu les nommes pas? Si tu es malade et que tu n'as pas de diagnostic, tu vas pas savoir quoi faire pour aller mieux. Alors que si tu nommes les choses, les leviers ils peuvent être durs à activer, mais au moins tu sais ce que tu peux faire à ton échelle pour faire changer les choses. Mais si toi juste tu subis, t'attends, ah, les choses vont être très dures pendant longtemps. Merci, Boubacar. Merci à Euh, vous. Est-ce que on peut vous soutenir quelque part, vous donner rendez-vous quelque part, on peut retrouver peut-être votre podcast avant Ouais, qu'on se quitte. le podcast sur Instagram il s'appelle Pépite The Podcast, Pepitess The Podcast. Et du coup, là, j'ai sorti un premier épisode et j'en ai tourné trois autres là qui sont pas encore sortis. Mm, Parce que je fais ça à côté du travail, mais c'est un truc vraiment. En fait, c'est pour mm, inspirer les plus jeunes, leur mm, donner confiance. À ceux qui se disent mes origines sociales, c'est un handicap, c'est un frein. Non, en fait, c'est une force parce que quand tu vas arriver dans d'autres milieux, il y a des gens mm, qui savent pas ce que tu as traversé et du coup, ton regard, il pourra apporter une autre vision. C'est comme pour Africulture. Je me suis renseigné sur mm, vous et j'ai mm, vu que justement, il y a des gens qui sont partout dans le monde et que du coup, vous avez une vision qui vient de partout. Et en vrai, pour avoir le regard le plus efficace possible, c'est bien de confronter les points de vue. Parce que si c'est des gens qui viennent du même endroit ou du même monde, bah, mm. du coup, on a un discours qui est uniforme
et puis il n'y a pas de secousse. Alors que quand on confronte les avis, c'est là où de la confrontation laisse des bonnes idées. Et du coup, voilà, moi, c'est une pépite de podcast. Les épisodes, ils vont arriver. Et puis voilà. Et merci pour la passe décisive pour Africulture. Voilà, ça fait une belle collaboration malienne-sénégalaise. Et Avec plaisir. voilà.